Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h37 sur studiokalita.com et c'est la revue de la presse israélienne que j'ai le plaisir de vous présenter, la presse, les médias et les sites d'information de ce matin, de ce lendemain de Kippour. Et l'on veut dire que le titre majeur dans l'ensemble des quotidiens israéliens, eh bien, c'est la signature dans la nuit de jeudi à vendredi d'un accord entre le gouvernement israélien et les handicapés. En effet, après plusieurs mois de protestations, les handicapés ont obtenu gain de cause en grande partie, puisque ceux d'entre eux qui n'ont pas la possibilité de travailler recevront une allocation de 4 000 shekels, alors que celle-ci n'est actuellement que de 2 400 shekels. Ceux qui ont beaucoup de frais médicaux eh bien, auront une augmentation plus sensible encore, puisque cette allocation passera à 4 500 shekels. Il faut tout de même souligner que l'essentiel de cette augmentation n'interviendra que dans le courant des 3 prochaines années, entre 2018 et 2021, et qu'elle atteindra donc son niveau conclu donc de 4 000 ou 4 500 shekels seulement en janvier 2021. Ce sont les clauses les plus importantes donc de cet accord, et hier soir, peu après la fin du jeûne de Kippour, Binyamin Netanyahou a publié un communiqué dans lequel il qualifie cet accord, je cite, d'historique, dans lequel il remercie également tous ceux qui ont pris part à la conclusion de ces tractations, le ministre des Finances, Moshe Carlon en particulier, ainsi que le patron de la Histadrut, Avi Nissan-Koren, ainsi que plusieurs députés et toutes les organisations d'handicapés. Toutefois, pas toutes exactement, puisque l'une de ces organisations a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne reconnaissait pas cet accord. Elle déplorait même de ne pas avoir été impliquée dans sa conclusion. Elle menace à nouveau de bloquer des routes et des autoroutes aujourd'hui, mais il s'agit d'une petite association d'handicapés qui représente environ 20 000 handicapés sur les 250 000 handicapés qui ont été recensés en Israël. Et donc, il faudra voir si elle a tout de même un peu d'impact, mais en tout cas, on peut dire que l'ensemble des organisations d'handicapés reconnaissent cet accord, et même Itzik Shmuli, l'un des députés de l'opposition du camp sioniste, s'est félicité de cet accord. Il a été impliqué dans la rédaction de cet accord, et il s'en félicite. Il le qualifie comme Binyamin Netanyahou d'historique. Donc on voit une sorte d'union un peu inhabituelle entre le gouvernement et même certains membres de l'opposition pour cet accord qui met fin au très long mouvement de protestation des handicapés. Et en première page de son édition de ce matin, le Yediot Aharonot donne justement la parole à l'un des chefs de file du mouvement de protestation, Alex Friedman, qui ne cache pas son émotion. Nous avons réussi à modifier cette injustice envers nous, la communauté des handicapés d'Israël, et après plusieurs années de combat, nous ressentons enfin que nous ne sommes plus des demi-hommes ou des demi-femmes, mais bel et bien des êtres humains capables de lutter pour défendre leurs droits, écrit ce matin Alex Friedman dans la première page, en manchette même, du Yediot Aharonot. Dans sa page d'ouverture de ce matin, le site Ynet se fait l'écho des accusations de Tayyip Erdogan contre Israël. Le président turc aurait, paraît-il, vu dans une manifestation pro-kurde la semaine dernière un drapeau israélien. D'ailleurs, ceux qui ont vu un extrait de cette manifestation l'ont remarqué. Ce drapeau, il était très visible au milieu de nombreux drapeaux kurdes. Eh bien, la seule présence de ce drapeau israélien aurait suffi à Tayyip Erdogan pour accuser Israël d'être impliqué dans le référendum en faveur de l'indépendance des Kurdes d'Irak qui s'est tenu lundi dernier. Le Mossad et les Kurdes travaillent main dans la main, a affirmé Erdogan, et s'adressant aux Kurdes, il leur a dit ainsi: savez-vous que ce que vous êtes en train de faire? Seul Israël vous soutient. Et sur ce point, il faut bien avouer qu'il ne dit pas faux, puisque effectivement, nous l'avions souligné la semaine dernière, Israël est l'un des seuls pays au monde à avoir ouvertement apporté son soutien à la résistance kurde et à lui avoir même fourni des armes et des conseils en matière de combat. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho de rumeurs et d'informations parues sur les sites du Hamas, selon lesquelles Israël et le Hamas seraient en passe de conclure un accord. Il s'agirait d'un accord en 2 phases. Dans un premier temps, Israël restituerait au Hamas les corps de terroristes qu'il détient en échange d'informations sur les corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar
Goldid et sur le civil israélien Abera Mengistou. Et dans une seconde étape, eh bien, le Hamas restituerait ces 3 Israéliens en échange de la libération de prison de plusieurs dizaines de terroristes du mouvement. Selon l'un des responsables du Hamas, la balle serait, je cite, dans le camp israélien. Et toujours dans ces sites du Hamas, on affirme que c'est à cause de divergences de vues avec le gouvernement que le préposé au dossier des soldats disparus, le colonel Lior Lotan, avait démissionné il y a de cela quelques semaines. Et puis dans cette même page, le Israël Hayom cite des sources d'information palestiniennes qui affirment que Mohamed Dahlan, le rival politique de Mahmoud Abbas pour la présidence de l'autorité palestinienne, pourrait être la première victime de l'adhésion de l'autorité palestinienne à Interpol. En effet, il est probable, affirment certains sites d'information palestiniens, qu'Abbas utilise son nouveau statut au sein d'Interpol pour délivrer un mandat d'arrêt international contre Dahlan et contre certains de ses proches qui sont accusés d'avoir détourné à leur profit des fonds de l'autorité palestinienne. Dahlan avait en effet été contraint de fuir il y a quelques années les territoires palestiniens après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour détournement de fonds. Depuis, il réside dans le Golfe Persique et en Égypte, où il est même considéré, en tout cas par certains responsables égyptiens, comme un possible successeur de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Le Yediot Aharonot nous parle ce matin d'une révolution féministe qui est en train de se produire au sein du Mossad israélien. En effet, au cours des dernières semaines, 2 femmes ont été nommées à la tête de 2 des plus importants départements du Mossad, avec un grade équivalent à celui de général dans l'armée israélienne. C'est donc la première fois que cela se produit et c'est donc historique. Comme le souligne le Yediot Aharonot, le journal indique également que plusieurs autres femmes doivent être nommées prochainement à des postes de directeur de branche équivalent au rang de colonel dans Tsahal, et ce, dans le cadre d'une campagne égalitaire initiée au sein du Mossad. Et puis le Makor Rishon publie dans son édition de vendredi, veille de Kippour, un article signé Tzvika Klein, sans doute l'un de ses meilleurs journalistes, un article qui révèle que grâce à des technologies nouvelles en matière d'ADN et de génétique, il sera possible de découvrir les racines juives de nombreuses personnes qui ne disposent pas de documents prouvant leur judéité. Un document publié par l'Institut Eretz Remda sous la direction du Rav Yosef Carmel révèle en effet qu'il serait permis de déterminer la judéité d'une personne à l'aide d'un examen génétique. Cette vérification serait particulièrement efficace pour les juifs ashkénazes. En effet, 40% des juifs ashkénazes auraient un gène qui prouverait qu'ils descendent de familles juives. Selon le Rav Yosef Carmel, qui dirige cet institut, Eretz Remda, cet examen aurait un impact dramatique et important sur la détermination de la judéité de centaines de milliers d'olim de l'ex-Union soviétique qui sont montés en Israël à partir de 1990 et dont la judéité n'est pas encore reconnue. Les quotidiens et les sites d'information nous indiquent que l'un des plus grands sportifs israéliens, l'ancien basketteur du Maccabi Tel Aviv, Miki Berkovitch, a été admis hier soir dans le hall de la gloire de la FIBA, la Fédération internationale de basketball, et ce au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Genève où se trouve le siège de la FIBA. Aux côtés de Berkovitch, d'autres grands basketteurs ont reçu ce même hommage, tels que Shaquille O'Neal et Tony Kukoc. Berkovitch, qui fut le capitaine du Maccabi Tel Aviv dans les années 70 et 80, a remporté avec son équipe plus de 16 fois la Coupe d'Israël, le championnat d'Israël, 13 fois la Coupe d'Israël, 2 fois la Coupe d'Europe et 1 fois la Coupe intercontinentale. Et il a obtenu avec l'équipe d'Israël la médaille d'argent au championnat d'Europe des nations. Berkovitch n'a pas caché son émotion lors de son intervention. Il est en effet le premier basketteur israélien à entrer ainsi dans le hall de la gloire et du prestige de la FIBA et le second israélien, après, il faut le souligner, Noar Kliger, notre ami Noar Kliger, qui fut pendant de nombreuses années l'un des responsables du département de communication au sein de la FIBA. Le Israël Hayom nous révèle les résultats d'une vaste enquête internationale organisée par l'ONU, une enquête qui révèle que l'État d'Israël s'est classé au 19e rang sur 180 nations dans l'indice de sécurité alimentaire. Cet indice entend définir les pays qui permettent à leur population de disposer de ressources alimentaires suffisantes pour se nourrir décemment. Et cela ne signifie pas que cette alimentation soit obligatoirement très saine. Mais c'est tout de même la preuve que les Israéliens peuvent, dans leur immense majorité, manger convenablement. Les 5 pays qui sont arrivés en tête de ce classement sont l'Irlande, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Singapour et l'Australie. Et puis nous terminerons cette revue de la presse avec des photos qui sont traditionnellement à la une des quotidiens israéliens au lendemain de la journée de Kippour. Il s'agit de photos d'Israéliens qui, tout de suite après Kippour, se sont empressés d'entamer la construction de leur soukha, comme le veut la tradition. Et on les voit donc en train de construire cette soukha ou même de la décorer en perspective de la fête de Sukkot qui débutera mercredi soir. Voilà.
Voilà, cela nous permettra de faire la transition après une page musicale avec notre invité vers 8h50, c'est-à-dire dans quelques minutes, qui sera Michel Bensoussan, qui justement fera la transition entre la journée de Kippour que nous avons vécue hier et et la fête de Soukhot, en particulier en s'inspirant d'un enseignement lié à Yona, le prophète dont on évoque l'histoire dans la Haftara de Yona à Mincha de Yom Kippour.